Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les conseillers en placement, les planificateurs financiers du Québec. Dans le balado, on reçoit plusieurs experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. On reçoit des fiscalistes, des comptables, des actuaires, des avocats. On a même reçu des économistes. On a reçu des hauts dirigeants de certaines organisations. Aujourd'hui, je reçois un avocat fiscaliste du cabinet Equitas à Laval. Donc, je reçois Pascal Thibodeau. Pascal, merci Bonjour, d'être venu. Merci d'être venu au balado. Pascal, tu es avocat fiscaliste. Explique-moi un peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu être avocat fiscaliste dans ta vie? Qu'est-ce qui a amené à ça? En fait, la fiscalité est venue avec l'intérêt qui s'est développé dans les transactions commerciales. Quand j'ai commencé à pratiquer, on faisait des transactions commerciales, puis on rédigeait, en fait, on exécutait des mémos qui nous étaient envoyés. Puis pour moi, faire quelque chose, pas comprendre, c'est un non-sens. Alors, j'ai décidé d'aller faire la maîtrise en fiscalité pour comprendre comment ça fonctionne, puis me rapprocher du droit commercial. Y a-tu eu un long délai entre le moment où tu as pratiqué le droit puis que tu as fait ta maîtrise en fiscalité après? 2 ans, 3 ans, oui, exactement. Pas plus long que ça. Mais non, j'ai fini le barreau. Je suis allé faire un tour en Espagne, travailler dans un cabinet là-bas. Après l'expérience espagnole, j'ai travaillé dans un cabinet de Sherbrooke. Puis c'est là qu'on faisait des transactions commerciales puis on exécutait des mémos. Puis durant l'année que j'étais à Sherbrooke, je me suis inscrit à la maîtrise en fiscalité. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Puis qu'est-ce qui a fait, parce qu'on commence à se connaître, puis je sais que tu as quand même un sens des affaires, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu partir en affaires? Parce que tu es un expert dans ce que tu fais, mais tu es aussi un homme d'affaires. Hein? En fait, je pense que c'est l'intérêt de pouvoir créer, développer puis gérer mes propres choses, de mettre en œuvre les idées, c'est ce qui m'allume le plus ou ce qui m'intéresse le plus. Alors, le faire pour moi-même, je trouvais que c'est plus gratifiant que le faire pour les autres. J'aime prendre charge, j'aime m'occuper des dossiers. C'est comme ça que ça m'a amené à être entrepreneur. Mais c'est comme ça depuis que je suis tout petit. J'avais fait des projets en secondaire 5. On avait emprunté un 3 000 à BDC pour faire un projet d'été puis créer un projet commercial. Fait que ça a commencé très jeune. Puis là, est né le cabinet Equitas. Peux-tu me parler un peu du cabinet Equitas? Je sais que tu n'es pas toute seule là-dedans, mais tu es quand même le fondateur de ce cabinet-là. C'est quoi la clientèle? C'est quoi le type de droit? C'est quoi les spécialités de ce cabinet-là? En fait, Equitas a été fondé en 2008. On a ouvert mai 2008. On va fêter notre 15e anniversaire dans les prochaines années. On a commencé à ce moment-là, on était 3. Aujourd'hui, on est 20-22 au bureau. Donc, la croissance est intéressante. Clientèle, c'est PME. PPE, PME, on fait des startups aussi. On aime être avec la petite entreprise pour avoir le contact direct avec le propriétaire, le gestionnaire, l'actionnaire. Donc, on vise des clients entre 0 et 150 millions de chiffre d'affaires. Concentration de clients peut-être entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires. Fait que c'est vraiment la PME québécoise et son actionnaire, notre target. C'est quoi la spécialité à Pascal Thibodeau? Parce que personne doit avoir certaines spécialités dans ton cabinet, mais toi, c'est où tu es plus expert que les autres? Moi ou le cabinet? Mettons toi, puis après ça, on pourra parler de moi, je te dirais que c'est cas complexe. Quand ça demande une relation particulière au niveau humain, quand il y a de la négociation à faire, puis des interventions, je dirais, dépassent un peu le légal, c'est mon champ d'expertise. Parce que les gens oublient souvent que le droit, c'est une science sociale. Puis, quand on gère du droit, le droit est très lié aux faits, puis est très lié aux émotions des gens. Et quand on a des émotions, souvent, les décisions qu'on prend ne sont peut-être pas optimales. Fait que d'aller désamorcer tous ces éléments-là au niveau émotionnel, puis de prendre une décision basée sur un principe d'affaires, normalement, ça donne des meilleurs résultats. Fait que c'est probablement ce champ-là où est-ce que j'ai le plus d'habilité ou d'implication. Puis pour le cabinet? Le cabinet, comme je disais, c'est de la PME. Donc, on va faire des conventions tractionnaires, on va faire des baux, on va faire des acquisitions, on va faire des ventes parce qu'on représente les deux côtés, autant vendeur qu'acheteur. Beaucoup de planification de structure. Donc, mise en place de fiducie, société de gestion, utilisation de produits financiers dans les structures. C'est vraiment du droit commercial et corporatif. Là. Bon, il y a des avocats qui séparent beaucoup les deux, mais moi, je pense que c'est des jumeaux. Un ne va pas sans l'autre. Là. Alors, on fait du droit commercial et du droit corporatif. Puis, actuellement, moi, je pense que, je ne sais pas, je voudrais savoir dans ta pratique, on voit beaucoup de ventes, d'achats actuellement. Je ne sais pas si c'est contextuel, je pense que ça l'est un peu, là, regardant les courbes démographiques, mais y a-t-il une grosse masse de ça dans
dans le billing que tu fais en ce moment au niveau des achats? Y en a-tu plus que dans les dernières années, là, des achats, des fusions, des acquisitions? Il y a un plus gros volume. Je ne suis pas capable de te donner de pourcentage exact, là, mais il y a un plus gros volume de transactions ou de réorganisation actuellement. Depuis, je vais dire, les 2 ou 3 dernières années. En fait, COVID est arrivé, tout le monde a freiné pendant 3 à 6 mois. Puis après ça, ben là, les trains se sont remis à rouler. Puis là, ben, c'est pleine vapeur. En fait, tous les professionnels que je connais là, sont occupés. Oui, c'est ça. Ben, ça, on s'en rend compte en soumettant certains dossiers. Là, puis je peux comprendre. Je pense qu'il doit y avoir un enjeu de main-d'œuvre comme un peu partout aussi. Là, Même chose. fait que s'il y a plus de transactions, mais qu'il y a moins d'avocats, il y a moins de fiscalistes, ben là, il finit par avoir un bouchon à ce niveau-là. Mais moi, je veux qu'on parle justement de vente puis d'achat là, parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de conseillers qui regardent le balado, là, mais plusieurs rencontres des clients que je pense que ils vendent, mais trop souvent sont mal accompagnés dans leur structure de vente. Parce que tu sais, c'est quoi un entrepreneur? Des fois, on part sur nos idées, puis dans notre tête, la vente est assez simple, puis c'est facile de vendre ça, puis telle action. Mais moi, j'aimerais ça que tu me parles de où est-ce que tu peux aider là-dedans, puis c'est quoi l'impact d'être mal accompagné dans une transaction? Bien, en fait, pour répondre à la fin de la question en commençant, l'impact d'être mal accompagné, ben, c'est pas maximiser sa vente. Pas maximiser sa vente, ça veut dire moins de sous dans ses poches à la fin de la journée après avoir fait de la transaction. Préparer une vente, c'est 3 à 5 ans à peu près avant la vente. Parce que l'analogie que je fais souvent, c'est une vente d'entreprise, c'est comme vendre une auto. Fait qu'avant de vendre l'auto, tu vas la laver, tu vas faire polir le moteur, tu vas réparer les petits spots de rouille, puis tu vas la mettre belle pour la rendre la plus attrayante possible. Ben, une business, ça se vend de la même façon. Fait que 3 à 5 ans avant, ben, on fait le ménage des actifs qui n'ont pas d'affaires là. On va préparer la rentabilité, donc on va enlever peut-être certaines dépenses qui n'ont pas là. Donc, on maximise son potentiel pour qu'elle soit le plus attrayante possible. Fait qu'un client qui vient nous voir, parce que ça arrive régulièrement, Pascal, j'ai vendu mon entreprise, qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, mais elle est vendue, je ne peux plus rien négocier, je ne peux plus rien planifier, je ne peux surtout pas faire de ménage parce qu'elle est vendue. Fait que c'est strictement des conséquences monétaires à la fin de la journée pour le client qui deviennent. Sa vente devient moins rentable dans le fond. Donc, tu sais, moi, je pense sans mettre les responsabilités sur le conseiller, mais tu sais, je pense, puis même souvent, je parle de testament, puis tout ça, puis des fois, il y en a qui n'ont pas de testament, ils n'ont pas de. Puis le conseiller dit, c'est pas nécessairement à moi de faire ça, mais en termes de fréquence de fois qu'on voit le client, moi, je pense qu'on voit plus souvent le client en théorie que l'avocat ou le notaire, parce qu'un client qui veut vendre, s'il n'a pas nécessairement rencontré d'avocat ou de fiscaliste, puis il ne pense pas nécessairement à rencontrer ça. Fait que nous, ça ne fait pas nécessairement partie de nos responsabilités, mais je pense qu'un conseiller doit justement connaître son client. Puis quand son client, on voit l'intérêt de vendre, c'est là parce qu'un entrepreneur peut arriver au jour J. Il y a eu la COVID dans les dernières années, puis il y en a peut-être qui se sont tannés, puis on dit OK, là, je vends. Oui, des fois, ça arrive ponctuellement comme ça, mais des fois, ils le savent déjà, mais ils ne pensent pas à le préparer. Puis je pense que ça peut coûter beaucoup d'argent au final d'avoir mal préparé sa transaction parce que je pense que les gens ne connaissent pas tant que ça le système fiscal québécois ou canadien. Exact. Et tu mentionnes, c'est pas votre responsabilité, mais pour moi, il y a une grosse différence entre être sa responsabilité et être responsable. Si je veux créer un lien à long terme, comme conseiller financier, si je veux créer un lien à long terme avec un client, bien, plus j'ai des ressources, plus j'ai de l'air à être intéressé, puis en bon français, care about sa situation, puis je lui donne des conseils, puis je l'amène, bien, le lien de confiance s'établit, puis cette personne-là, la relation va durer à long terme. C'est savoir que la personne peut ou va vendre, puis ignorer ça en disant « Ah, c'est pas ma responsabilité », bien, je pense que le conseiller se tire dans le pied. Ouais, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. J'aime ça qu'on parle un peu de convention entre actionnaires. Tu l'as dit, là, ça fait partie des mandats que le cabinet peut recevoir. J'aimerais ça qu'on discute un peu de l'importance d'avoir une convention entre actionnaires. Moi, je n'ai pas de statistiques sur qui en a, qui en a pas, mais en pratique, je vois des fois, il y a des gens d'affaires qui n'en ont pas, ou ils en ont une, mais ils ne savent pas nécessairement trop ce qu'il y a dedans. C'est quoi l'intérêt? Ça sert à quoi, Pascal, d'avoir une convention entre actionnaires? Puis c'est quoi l'intérêt d'en avoir une? En fait, ce que je dis souvent aux clients, la convention entre actionnaires, c'est un peu comme les règles du jeu de Monopoly. Si toi puis moi commence à jouer au Monopoly demain, puis on n'a aucune règle, on va prendre quelques heures, puis on va probablement s'entendre sur un jeu qui va faire notre affaire, puis on va s'amuser une partie de la journée à jouer au Monopoly.
Si j'ai le règlement, on va commencer à jouer dans les minutes où on va s'être assis pour jouer. Une convention de actionnaire, c'est un peu la même chose. C'est ton livre de règlement par rapport à la gestion de certaines situations dans la vie de l'entreprise. Fait que si par exemple, tu décèdes, tu n'as pas de convention de actionnaire, tu peux carrément te ramasser associé avec la succession de ton partenaire. La succession avec les familles qu'on a aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours simple. Des fois, j'ai une famille reconstituée. Des fois, j'ai des enfants avec 2 ou 3 conjoints différentes. Si eux n'ont pas de conjoint, pas de testament, pardon, là, je vais me ramasser en indivision. Fait que là, tout le monde est propriétaire des actions de la société. Fait que dans le fond, ça devient un gros bordel. Ouais. Tandis que si j'ai une convention de actionnaire, je sais à qui je dois payer, je sais combien je dois payer, puis je peux régler mon problème de succession. Contexte de divorce, ça pourrait s'appliquer aussi. Contexte de droit de premier refus, on est associés ensemble, puis je te le dis pas, puis que je vais vendre à Bruno Tremblay. Puis du jour au lendemain, tu te retrouves partner avec Bruno Tremblay. Bon, ça arrive rarement parce que nous, on gère de la PME, puis normalement, il y a un lien entre toi et Bruno qui va s'établir. Mais théoriquement, je pourrais vendre mes actions à Bruno sans aucune restriction si je n'ai pas de convention de actionnaire. Fait que dans le fond, c'est vraiment un outil de prévention pour diminuer les risques d'un litige puis en diminuer les frais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de litige parce qu'il y a une convention de actionnaire en place, parce que quelqu'un qui veut chicaner, il va trouver le moyen de le faire, ça c'est certain. Mais à la base, il y a des règles qui sont établies dedans puis qui sont bien négociées entre les parties avant. Donc, quand tu as signé quelque chose, puis j'insiste sur la signature parce qu'on en voit encore, j'ai une convention de actionnaire et nous l'apporte au bureau, elle n'est pas signée. Ça vaut pas plus que le papier qui t'apporte. Fait qu'une convention de actionnaire signée, ça nous donne les règles et les positions par rapport à la gestion de... T'as-tu déjà vu des cas où ça a foutu vraiment un bordel avec soit une non-convention qui n'existait pas, justement? En fait, non-convention, ça devient, comme on parlait tantôt, ça devient de la négociation. Fait que là, c'est au bon vouloir de chacun parce que c'est comme je ne peux pas te forcer à vendre ta maison si tu ne veux pas, je ne peux pas plus te forcer à vendre les actions de ta succession. Fait qu'on a eu des dossiers à l'époque, pas de convention de actionnaire. La veuve très nerveuse, puis elle pense que l'associé survivant est malhonnête et tout ça. Régler la transaction, ça a coûté des milliers de dollars et 18 à 24 mois pour faire la transaction. Puis pendant cette période-là, nous, dans ce cas-là, on représentait la veuve. On a été tannant parce qu'on demandait les données financières, on questionnait tout ce que le survivant faisait. Si on avait une convention de actionnaire, on n'aurait pas eu de problème. Puis ce qui a mis suspicion là-dedans, c'est qu'il y avait des assurances qui étaient en vigueur, mais je n'étais pas appuyé par une convention de actionnaire. Fait que l'associé vivant ou survivant qui a reçu le capital, le deal avant le décès, c'est que l'assurance servait à acheter les parts. Mais lui, il a commencé à négocier la valeur des parts pour garder le plus gros capital. Fait qu'il n'a pas fait le chèque comme l'entend d'être avec son partenaire. Si j'avais une convention d'actionnaire, il n'y a pas de débat. Simplifier tout ça. Ça, c'est un exemple simple. Mais j'en reviens un peu, ça vient de me passer, ça ne fait pas une question. Tu sais, quand tu fais une convention entre actionnaires, puis là, mettons, il y a des clauses au niveau peut-être de l'assurance-vie. De la façon qu'on va utiliser l'assurance-vie avec, exemple, une clause de rachat, le CDC qui va générer, là, il s'en va à qui? Il s'en va aux actionnaires survivants? Est-ce qu'on le donne à la famille du défunt? Y a-t-il un débat, des fois, quand on construit une convention sur ce CDC-là? Il y en a régulièrement. Il y en a régulièrement. Il est payant, le CDC. Ah ouais, ça. Tout le monde en veut. En fait, ça dépend de la philosophie. Je te dirais que, pour donner un pourcentage, chez nous, il y a peut-être 80% des entreprises qui vont privilégier l'entreprise. Ouais. Fait que dans ce cas-là, on va avoir tendance à utiliser le CDC pour la société et les actionnaires survivants pour payer la succession. C'est ça qui est le plus avantageux. Fait qu'on va travailler pour limiter les impacts du décès. Parce qu'un décès dans une société, je vais dire 100% des cas, ça a un impact. Parce que si je décède à 80, je ne serai plus en affaires, règle générale. Fait que quand j'ai une convention d'actionnaire en vigueur, appuyée avec l'assurance vie, c'est parce que je suis encore en opération. Fait que dans n'importe quelle entreprise, si j'ai un haut dirigeant qui décède, c'est sûr que ça crée un problème. Ça peut créer des problèmes au niveau de la banque, au niveau du crédit, au niveau des opérations, dépendamment de la compétence, de qu'est-ce que faisait cet actionnaire-là dans l'entreprise. Fait qu'il y a un paquet d'impacts. On va avoir tendance à vouloir protéger l'entreprise parce que la philosophie, c'est de protéger les emplois, les actionnaires survivants. Puis si eux sont protégés, la succession va être bien payée. Fait que c'est le positionnement habituellement qu'on va prendre.
Puis, en fait, je reviens un peu sur justement ces clauses-là. Là, en cas de décès, les actions sont rachetées à juste valeur marchande par la compagnie ou en tout cas, bref, cette clause-là, est-ce que tu vois souvent, parce que, tu sais, dans le fond, l'actionnaire, enseignant cette clause-là, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre les liquidités pour racheter. Ils peuvent emprunter pour racheter, mais au final, tu sais, mettons qu'ils n'ont pas de protection, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de la rédaction sans nécessairement sensibiliser sur comment on va la financer, cette clause-là, si jamais ça l'arrive. Je sais que tu es quand même sensibilisé là-dedans, mais ça arrive-tu des fois que tu vois cette clause-là, mais on n'a pas de cash pour, justement... Fait que finalement, au final, c'est les héritiers qui deviennent actionnaires si on n'est pas capable de les payer. En fait, chez nous, les conventions d'actionnaires sont rédigées qu'il y aura une transaction avec des modalités de paiement. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit des tempos de paiement en fonction du solde. Fait que si, mettons, j'ai 100% du capital, je paye closing. Parce que là, j'avais une assurance. Fait que là, la succession a son argent jour 1. Si j'ai, mettons, 50% du capital, je vais avoir un délai, mettons, de 24 à 36 mois pour payer. Si j'ai 25% du capital, mon délai augmente. Fait qu'on va aller jusqu'à des périodes qui vont varier, mettons, de 48, 60 mois, c'est pas mal le maximum qu'on va mettre dedans. Mais ça implique que la succession va rester là avec un certain droit de regard, puis des paiements mensuels pendant une période de 3 à 5 ans avec un taux d'intérêt qui... C'est ça, une charge d'intérêt aussi. Une charge d'intérêt aussi, exact. Puis, il n'y a aucune espèce de doute pour moi qu'une convention de actionnaire appuyée avec une assurance vie, c'est le NEC plus ultra, c'est ça que tu vas avoir parce que tu as du cash, ton banquier n'est pas inquiet. Parce que si tu n'as pas d'argent pour acheter la succession, puis qu'elle veut sortir, il va falloir que tu te finances en quelque part. Fait que là, est-ce que tu as la capacité de le faire? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis même si tu l'as, si tu prends juste 1 million pour financer ta transaction de décès, c'est 1 million que tu n'as pas pour tes opérations. C'est 1 million que tu n'as pas pour ta croissance. C'est un no-brainer. Puis l'autre clause là, qu'on ne parle pas souvent dans l'industrie des conseils financiers, vous autres, je sais que vous en parlez beaucoup, là, mais la clause d'invalidité prolongée, est-ce qu'on la voit? Est-ce que vous la rédigez souvent? Des fois, on voit 2 ans, 1 an. C'est une clause que souvent, quand on discute avec des entrepreneurs, parce que tu sais, 2 ans d'invalidité, si on est en affaires, moi, je continue à croître, puis là, la valeur de tes actions augmente aussi. Est-ce que c'est une clause qu'on voit souvent, un rachat de part en cas d'invalidité prolongée? En fait, il y en a dans toutes les conventions de actionnaires. Là, les produits se sont améliorés. J'ai justement donné d'autres conférences sur ce produit-là dans les derniers mois. Le défi qu'on avait, c'était le coût des assurances invalidité pour venir, dans le fond, capitaliser le retrait. Mais les conventions de actionnaires le prévoient systématiquement. Puis le principe en arrière de ça est simple. Tu ne peux pas traîner un boulet ou le bois mort, tu ne peux pas le garder. Fait que mais j'ai déjà vécu des cas où est-ce que les actionnaires, c'est 2 grands amis, puis on dit, nous autres, on n'en veut pas. C'est mon partner, on a levé ça ensemble. S'il est malade, il va avoir besoin de moi, alors moi, je continue à payer, puis ça ne me dérange pas. Fait que c'est une question de philosophie. Puis dans les produits, là, justement, je ne veux pas faire une longue parenthèse là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui offrent ce produit-là. Aujourd'hui, je pense qu'il en reste 2. Il reste RBC, puis il reste Canada Vie. Voilà. Les autres assureurs, Manuvie, se sont retirés justement de ça il y a quelques semaines. Ça m'amène à parler, justement, on a parlé d'assurance vie, justement, mais là, on a parlé de convention entre actionnaires. Mais là, je veux qu'on parle d'assurance vie plus au niveau de la planification successorale, parce que... Si tu permets, je reviendrai juste en arrière pour l'invalidité. Il y a le produit de maladie grave aussi qui peut être intéressant. C'est pas de l'invalidité au sens strict du terme, mais les 25-27 maladies qui sont couvertes sont quand même utiles pour moi. Fait que, en termes de coûts, puis de rentabilité, ça va arriver dans des dossiers qu'on va aller travailler avec de la maladie grave au lieu d'aller avec l'invalidité pour pouvoir avoir au moins une certaine protection. On couvre un certain champ. On ne couvre pas tout parce que, mettons, je vais donner un exemple d'un quelqu'un qui est en, mettons, un épuisement professionnel intense, là, que ça peut durer. J'en connais justement des gens là que ça fait comme 3 ans, puis c'est pas de maladie, c'est vrai, c'est une sorte d'épuisement professionnel. Je pense pas que cette personne-là va retourner travailler. Fait que, sa maladie grave, en théorie, elle ne paierait pas si après 3 ans, on ne travaille pas. Fait que, je pense que la maladie grave est intéressante, elle touche une bonne strate, mais il reste quand même des petits... Il reste des trous. Exact, il reste des petits trous. Puis, tu sais, tu as une autre problématique aussi. Supposons que la personne, je sais pas, elle a un infarctus, puis que là, la maladie grave, elle paye, mais c'est toute la gestion du capital. Parce qu'une fois qu'il va... La compagnie d'assurance va avoir versé le capital d'assurance, il n'y en aura plus d'autres. Fait que là, tu as une saine gestion à faire parce que si tu l'as utilisé pour de l'invalidité, puis que
tu as un deuxième infarctus 3 ans après, tu n'auras pas un autre capital. Il faut faire attention à comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu fais avec. Fait que oui, la maladie grave, c'est pas parfait. Mais dans un contexte où je n'ai pas les liquidités pour aller acheter une solide assurance invalidité, ben, ça reste quand même un outil qui peut être utilisé. Exact, parce que si la compagnie vaut 150, 200, 300 000, on va réussir à avoir des primes avec quelque chose, tout dépendant du niveau de risque de la personne. Quand la compagnie peut valoir plusieurs millions de dollars, ben c'est sûr que là, c'est une liquidité importante au niveau de cette oui, mais il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. Tout à fait. La compagnie qui vaut 150 millions est probablement capable de dégager le million nécessaire pour avoir les protections adéquates. C'est peut-être même plus facile pour elle, même si en termes de volume de cash flow, c'est plus important que la compagnie qui vaut 500 000. Je suis d'accord avec toi. Je vais revenir un peu, juste une petite parenthèse sur l'assurance maladie grave là aussi. Tu sais, l'assurance, c'est pour cette clause-là, mais moi, dans ma tête, l'assurance maladie grave aussi, c'est important pour la gestion de risque globale de l'entreprise parce qu'on en parlait un peu avant. Là, moi, je vois toujours qu'il y a des gestionnaires experts et des gestionnaires gestionnaires. Ouais. Le gestionnaire, quand il s'en va, ça continue à marcher bien parce qu'il a aligné ses flûtes pour que ça marche bien. Le gestionnaire expert, si demain il s'en va, souvent, c'est lui où le chiffre d'affaires, les clients, en fait, peuvent avoir une bonne diminution. Moi, à ce niveau-là, je trouve ça important de couvrir justement cet actionnaire-là en maladie grave, plus à cause du niveau de gestion de risque, au-delà des rachats, les clauses, tout ça, juste pour que la compagnie, si elle a 8, 9, 10 employés, bien, ça va prendre un certain capital pour être capable de... Tu sais, aujourd'hui, la main-d'œuvre est assez difficile. Je ne veux pas que mes 4 employés s'en aillent à cause que le chiffre d'affaires finit, on n'est plus capable de les payer. Là, au final. Exact. Mais en fait, c'est de voir c'est qui ton rainmaker, ou tes employés clés, ou ton générateur de revenus. Puis... Ouais, tout à fait. Revenons à l'assurance vie, mais point de vue successoral. Je rencontre plusieurs experts. Il y a des experts qui ne connaissent pas du tout la fiscalité de l'assurance vie, en fait. Puis je comprends, on était un expert en montage d'état financier, on est des experts en certaines choses. Puis l'assurance vie, c'est pas tout le monde qui a cette expertise-là. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu comment l'assurance vie peut avoir, si on est assurable, bien sûr, certains avantages corporativement là, pour le volet planification successorale. Bien, en fait, je pense faire une histoire longue courte, c'est l'accès à des liquidités. La planification successorale pour l'impôt décès, pour la convention d'actionnaire qu'on parlait tantôt, ben, le nerf de la guerre, c'est comme dans plein de choses, là, on s'entend, mais c'est l'accès à les liquidités. Après ça, pour moi, l'assurance, ben, c'est une question mathématique. Tu sais, souvent, on va parler avec des clients et ils vont nous dire « Ouais, ça coûte cher. » Tu as raison, c'est vrai que ça peut coûter cher. Maintenant, quand on fait le calcul mathématique de ce que ça te coûte réellement versus ce que ça te coûterait sans le produit, on se rend compte que dans la plupart des cas, il y a un gain important qui est amené avec l'assurance. Fait que dans un contexte comme ça devient mathématique. Fait qu'on place le produit, puis on vient le positionner dans la structure. Fait que les avantages, je l'ai mentionné, il y a liquidité. Dans les sociétés de gestion, on va générer du CDC, comme tu sais, qui est un compte libre d'impôt qui nous permet de sortir certaines liquidités des entreprises sans impact. Ensuite de ça, tu as capitalisé ta convention d'actionnaire. Donc, tu as tes liquidités pour sécuriser ta succession, sécuriser ton opération, sécuriser ton banquier. Qu'est-ce que tu as d'autre comme avantage au niveau de l'assurance? En fait, le produit capitalise à l'abri de l'impôt. Il y a des participantes qui donnent des taux de rendement intéressants depuis les dernières années. Donc, ça peut être une belle diversification. On parle de la règle des revenus passifs, là, où les sociétés peuvent être comptables. Ça peut être intéressant. Exact, parce que ces revenus-là ne sont pas comptabilisés dans le revenu de placement. Donc, il y a un paquet d'utilisations qui peuvent être faites. Puis, ça fait partie, je pense, d'une saine diversification. Si c'est quelqu'un qui mettrait 100% de ses œufs dans une assurance vie, je dirais, je ne suis pas sûr que c'est le bon choix. Non. Comme quelqu'un qui mettrait 100%, je ne sais pas moi, sur Google, je ne suis pas sûr que je dirais que c'est une bonne idée aussi. Là. Fait que dans la saine diversification, oui, certains produits d'assurance, pour moi, ça n'a pas de soi. Parce que des fois, ça en devient une espèce d'investissement parce que l'humain classique va voir une dépense d'assurance, comme je viens de le dire, une dépense. Tandis qu'au final, si ça ne s'en va pas en assurance, probablement que ça va s'en aller en placement ou en une acquisition d'immeubles, peut-être ça. L'enjeu, mettons, on oublie le risque, toujours la rentabilité qui est en arrière de ça. L'assurance vie, tu l'as dit, génère beaucoup de CDC, fait que ce CDC-là a certainement une valeur. Puis l'enjeu, quelqu'un qui se demande juste si j'investis ou si... C'est sûr que quelqu'un qui veut avoir une bonification successorale puis qui dépense 3/4 de million net par année,
Avant de aller vers l'assurance, il faut regarder un peu, vas-tu se rendre jusqu'à la fin en dépensant. Fait que, des fois, on envoie. Oui, même si la police d'assurance elle a certaines valeurs de rachat, c'est toujours moins liquide que du placement conventionnel. Oui, on est d'accord. Oui, puis si tu retires puis tu arrêtes de payer, ben tu perds ta portion de prime, tu peux perdre des. Oui, effectivement, il y a une planification à faire par rapport à l'usage. Fait que ça devient intéressant tout ça. Mais en fait, pour conclure, Pascal, je veux juste te remercier d'être venu au balado aujourd'hui. Je pense que tu as amené des points vraiment intéressants au niveau des ventes, des achats, au niveau de la convention entre actionnaires, au niveau de tous les produits, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup les conseillers, évidemment les produits financiers qui sont là-dedans. Donc, à mon nom, au nom des conseillers, je veux te remercier d'être venu au balado aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation.